Les émotions sont extrêmement élevées et plus les émotions sont élevées, souvent plus ton intelligence diminue, ce qui fait en sorte qu'on est la pire version de nous-mêmes lorsqu'on a des conflits. L'important au final, c'est vraiment de démontrer que cette conversation-là n'est pas dans le but de gagner quelque chose, mais bien de comprendre et de surmonter le problème ensemble. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, que tu as une conversation avec quelqu'un, tu lui partages un problème que tu as, et pour ta part, tu cherches juste à être réconforté, que la personne t'écoute, mais elle commence à te donner des solutions à ton problème, tandis que c'est absolument pas ça dont tu as besoin en ce moment, et ça crée de la frustration, tu lui dis qu'il te comprend pas ou elle te comprend pas, et la conversation ne va nulle part. Ça, en fait, ça arrive parce que, en général, ça nous arrive de mal gager le genre de conversation qu'une personne cherche à avoir et ça fait en sorte qu'on a des problèmes de communication. Donc aujourd'hui, on va aborder comme sujet comment améliorer ta communication avec les personnes qui t'entourent pour que tes relations interpersonnelles deviennent plus riches et significatives. Comme d'habitude, oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi et devenir la version favorite de toi-même. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, souvent notre communication va tomber dans l'une de ces trois catégories. Donc la première, c'est une conversation « de quoi s'agit-il ?» Donc ça, c'est une conversation qui va plus avoir comme angle l'aspect pratique des choses. On va être dans les faits, on va chercher à résoudre des problèmes et trouver des solutions. Ensuite, la deuxième, c'est comment est-ce qu'on se sent. On va vraiment aller chercher l'empathie des autres et on va être écouté et c'est ça qui est la chose la plus importante pour nous. Et la dernière, c'est qui sommes-nous? Donc tout ce qui a trait à notre identité, comment est-ce qu'on interagit socialement et nos valeurs et nos idéaux. Donc, la première catégorie qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est de quoi s'agit-il? Donc, il faut que tu saches qu'est-ce que les autres veulent et c'est quoi leurs buts finaux. Et 2, comment est-ce que vous allez prendre vos décisions ensemble pour atteindre ce but? Puis souvent, en fait, dans la vie, les gens vont souvent avoir deux manières de penser et de résoudre des problèmes. Donc, pour les catégories, je dirais plus pragmatiques, c'est la logique du coût-bénéfice. Donc, eux, ce qui va être important, c'est que lorsque tu vas trouver une solution à un problème, il faut que tu ramènes des faits, il faut que tu ramènes des données pour vraiment leur démontrer que ça a du sens et que c'est prouvé par des données claires et logiques. Et le deuxième type de personnes, ceux qui sont plus émotionnels, en fait, pour avoir une discussion qui va aller connecter avec eux, c'est beaucoup plus en termes de raconter des histoires et se mettre à leur place et vraiment de regarder le problème sous l'angle des émotions. Donc ça peut paraître vraiment simple, mais avant toute conversation qui peut sembler un peu stressante, ça a été prouvé que faire une liste est super efficace pour que tu aies un plan de match par rapport à la conversation, te calmer et vraiment te préparer. La liste, en fait, ça inclut 3 questions super simples. La première, c'est quelles sont 2 choses dont tu aimerais discuter? La deuxième, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire pendant cette conversation qui semble important? Et la troisième, c'est quelles questions est-ce que tu vas pouvoir poser? Même si jamais, pendant la conversation, ça t'arrive aucunement d'utiliser les sujets auxquels tu as pensé, avant d'aller dans n'importe quelle discussion, ça peut faire en sorte que tu vas être plus confiante et ça va te déstresser d'avoir ces sujets-là en backup si jamais tu sais pas quoi dire parce qu'on le sait tous lorsqu'il y a des moments de silence dans une conversation et tout le monde sait pas trop quoi dire, qu'est-ce qui se passe. Avoir des idées de sujets que tu peux aborder en n'importe quelle situation va vraiment venir aider dans ce cas-là. Une autre chose qui est vraiment importante et dont on a parlé pendant l'épisode de la négociation, c'est en fait l'art de poser des questions ouvertes. Donc souvent dans une conversation, en fait, on va poser des questions, mais si ça termine par oui ou non, ça peut faire en sorte que la conversation ira pas très loin et que l'autre personne, si jamais c'est quelqu'un qui est plus renfermé et qui a pas l'habitude exactement d'avoir des conversations, va pas nécessairement aller chercher à creuser plus loin. Puis dans les questions ouvertes, ça va faire en sorte que plus la personne parle, plus c'est facile pour toi de penser à d'autres questions par rapport au sujet qui a juste été amené. Donc avant d'interviewer quelqu'un, je me fais toujours une liste, dans le fond, des questions que j'aimerais leur poser. Mais je dis tout le temps à mes invités que pendant la conversation, ça se peut que je déroge de cette liste et que je pose une question par rapport à un sujet qui a été amené, une information qu'ils viennent me dire pour pouvoir l'approfondir et faire en sorte que la discussion aussi ait l'air beaucoup plus naturelle et fluide que si je faisais juste suivre ma liste de questions en ordre robotique et que ça n'ait pas vraiment de sens. Je pense que l'art de poser des questions ouvertes, c'est vraiment de laisser l'opportunité à la personne de s'exprimer et de faire en sorte que lorsqu'elle te donne des informations, retiens quelques petits snippets parce que ce qu'elle te dit, c'est qu'est-ce qui est important pour elle. Et c'est sûr que dans toute conversation, il y a toujours des choses que soit tu peux amener dans tes histoires personnelles. Moi, par exemple, ma manière de communiquer qui est la plus prédominante, je suis moins dans les faits et les données, même si j'aime ça naturellement pour pouvoir comprendre quelque chose d'un point de vue un peu plus logique.
Mais dans mes entrevues, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter la personne, je retiens les informations de ce qu'elle me dit, je lui pose des questions pour savoir si elle peut approfondir un certain propos, puis par la suite, je raconte, admettons, de mes histoires personnelles et je me mets vraiment à la place de l'autre et je fais en sorte qu'elle se sente écoutée. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'une conversation va devenir, j'aimerais dire meaningful, mais une conversation qui a de l'importance et qui est riche en dialogue. Donc, je pense que vraiment poser des questions ouvertes, ça fait en sorte que ta conversation va tellement être plus fluide. C'est là aussi qu'on peut créer nos réels liens avec les autres personnes parce qu'on s'entend en tant qu'humain, connecter est notre raison d'être et c'est à la base de toutes nos interactions dans la vie. Donc, les questions ouvertes, ça peut souvent être sur les croyances, les valeurs, les expériences, les connaissances aussi de la personne. Te demander à l'autre comment est-ce que tu es arrivé à tel endroit dans ta carrière ou encore est-ce que tu peux m'en dire plus sur tel sujet que tu as amené pendant la discussion. J'aimerais vraiment ça comprendre. Ça fait en sorte que l'autre personne va continuer à parler et plus elle parle, plus tu peux récolter de l'information pour venir prendre tes prochaines décisions pendant la conversation. Puis c'est important aussi, dans ce type de conversation en général, de regarder aussi à quel point le ton de la personne et le langage corporel est important parce que, comme j'ai dit aussi dans l'autre épisode, dans le fond, il y a 7% qui est par rapport aux mots, il y en a 38% qui est par rapport au ton de la voix et 55% est par rapport au langage corporel. Donc, lorsqu'on a une conversation, c'est pas autant souvent aussi qu'est-ce qu'on dit, mais bien qu'est-ce qu'on fait. Des signes d'intérêt dans une conversation, c'est quelqu'un qui va se pencher vers toi. Est-ce que la personne a l'air d'écouter? Est-ce qu'elle va raconter de l'histoire de sa vie? Est-ce qu'elle va venir vouloir interrompre aussi une conversation? Ça prouve que quelqu'un est émotionnellement attaché à la discussion que tu es en train d'avoir parce qu'il y a quelque chose à dire et il veut participer. Puis, est-ce qu'il y a un fort contact visuel en général? Parce que lorsque tu vois que la personne va regarder partout dans la pièce autre que toi qui es en train de lui parler, je te garantis que c'est souvent un signe de désintérêt. Puis sinon, d'autres signes de désintérêt, c'est, admettons, est-ce que la personne est silencieuse puis elle fait juste hocher la tête en ayant l'air un peu distrait? Ou sinon, est-ce qu'elle fait juste dire à tes propos sans vraiment montrer d'intérêt et sans vraiment réciproquer le besoin de conversation que vous avez en ce moment? Est-ce que tu as l'impression qu'ils font juste absorber tes commentaires sans te partager leurs propres pensées? Puis est-ce que le corps de la personne est vraiment centré sur toi ou est-ce qu'il est tourné vers quelque chose d'autre qui signifierait qu'il a envie de quitter cette conversation et qu'il n'a pas envie de l'avoir? Donc, analyser tous ces signaux-là, ça peut faire en sorte que tu vas pouvoir comprendre est-ce que la conversation est celle que la personne a envie d'avoir en ce moment. Et les gens vont toujours te dire un peu de quoi ils veulent parler par rapport à ce qu'ils amènent dans la conversation. Donc, admettons, est-ce qu'ils font des écarts de sujet? Est-ce qu'il y a des apartés? Dans l'histoire qu'ils te racontent, est-ce qu'il y a un élément, en fait, qui a l'air de les passionner plus qu'un autre? Puis ça, c'est tous des signes que la personne souhaite ajouter quelque chose de nouveau à la conversation. Donc, c'est vraiment important de les laisser s'exprimer et de réciproquer par la suite. En bref, est-ce que les gens sont en train de te raconter une histoire? Est-ce qu'ils sont en train de prendre une décision? Ou est-ce qu'ils essaient simplement de changer de sujet? Donc, toutes ces informations-là, la plupart du temps, on le fait subconsciemment, mais sont toutes importantes à prendre en considération lorsque tu vas avoir une bonne conversation avec quelqu'un. Donc, le deuxième type de conversation, c'est la conversation comment on se sent. Toutes les conversations sont en fait régies par les émotions. Qu'on le veuille ou non, on est des créatures qui sont émotionnelles. Et chaque discussion, subconsciemment, est menée par un désir profond d'être compris et entendu. Donc, la meilleure manière de faire ça, en fait, c'est d'interroger les autres et de partager tes émotions lorsque tu as une conversation pour créer un sentiment de réciprocité entre toi et l'autre personne. Puis, la meilleure manière de créer de l'intimité avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est en posant des questions profondes. Parce qu'en fait, ça demande aux gens de partager avec toi tes valeurs, leur histoire et toutes les croyances profondes qu'ils ont par rapport à eux-mêmes. Et lorsqu'ils vont venir partager ça, ça va venir créer une sorte de vulnérabilité. Et lorsqu'on est vulnérable, c'est là qu'on s'ouvre aux autres et qu'on peut apprendre à faire confiance et développer ce lien qu'on cherche tant à avoir avec les autres personnes. Donc, ça peut être aussi léger que ce serait quoi ta journée de rêve à avoir jusqu'à c'est quoi ton plus grand regret de vie. Puis, ça invite les autres aussi à partager avec toi qu'est-ce qui les rend fiers, qu'est-ce qui les rend stressés, qu'est-ce qui les rend joyeux, enthousiastes. Tout ce qui vient donner un sens à notre vie peut être partagé par rapport aux questions profondes. Puis les 3 caractéristiques de ces dernières, en fait, c'est que ça vient porter sur les valeurs, les croyances, les histoires, puis les jugements de quelqu'un plutôt que sur des faits. Donc, lorsqu'on pose une question profonde, tu vas plus être dans l'écoute de l'autre, comprendre ses sentiments, que de lui demander pourquoi est-ce que tu as fait X, Y, Z et qu'est-ce que ça t'a ramené dans ta vie. Ensuite, ça incite les gens à partager leurs sentiments. Donc, quelle est la chose qui te rend le plus heureux sur Terre et pourquoi? Comment est-ce que tu te sens en ce moment dans cette situation? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux sur Terre? Puis, une fois que cette personne nous partage leurs sentiments et pourquoi ça les rend heureux, stressés,
anxieux, quoi que ce soit. Là, ensuite, on peut venir développer cette vulnérabilité en s'ouvrant à notre tour à l'autre, puis en se mettant à partager nos propres histoires. Lorsque une personne va venir justement faire un partage émotionnel, c'est important de venir comprendre quelle émotion, en fait, cette personne-là ressent en ce moment. Donc, c'est facile de, des fois, confondre, disons, frustration ou colère, mais en fait, il y a un tableau qui permet de catégoriser chaque émotion selon une matrice d'humeur et d'énergie. Donc, pour l'humeur, est-ce que la personne a l'air joyeuse ou sombre? Est-ce qu'elle rit? Est-ce qu'elle crie? Est-ce qu'elle pleure? De quoi est-ce que l'humeur a l'air en ce moment? Puis, pour le niveau d'énergie, ce qui est élevé ou bas, est-ce que la personne a l'air très, très agitée ou bien est-ce qu'elle est plus calme? Donc ça va venir déterminer, en fait, sur la matrice dans quel cadran elle se trouve. Puis, ce cadran-là nous donne, en fait, toutes les informations dont on a besoin pour nous aligner émotionnellement à l'autre personne. Lorsqu'on dit s'aligner émotionnellement, ça veut pas dire ressentir exactement les mêmes émotions qu'elle, mais ça nous permet de mettre en lumière, en fait, comment elle se sent et de le nommer pour lui faire sentir qu'elle est comprise et qu'on est capable de se mettre à sa place. Lorsqu'on reconnaît leur humeur et leur énergie, on peut commencer à s'aligner. Comment est-ce que tu réponds aux émotions des autres? Donc ça, en fait, c'est par 3 étapes. La première chose, c'est de poser des questions pour t'assurer que tu comprennes réellement qu'est-ce que la personne vient de te dire. Ensuite, tu vas répéter qu'est-ce qu'elle vient de te dire dans tes propres mots et tu vas lui demander si c'est exactement ça dont elle parle. Puis tu vas continuer jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur la compréhension et que tout le monde soit aligné émotionnellement. Si quelqu'un s'ouvre à toi en te disant quelque chose qui le rend fâché, triste ou quoi que ce soit, c'est pas le moment de parler de tes propres problèmes à toi parce que c'est pas la conversation. Puis ça, c'est juste pour remettre l'attention sur toi, ce qui est exactement l'opposé qu'on veut faire dans une conversation. Mais tu peux dire que tu comprends que c'est très douloureux comme moment, comment est-ce que tu peux l'aider, comment est-ce que la personne se sent, puis juste lui poser des questions pour lui donner l'espace de s'ouvrir à toi et d'être vulnérable, en fait. Donc, tu peux utiliser la boucle de compréhension dont on vient de parler, donc poser des questions, répéter dans tes mots et demander si tu as bien compris. Tu peux aussi identifier ce dont la personne a besoin parce que est-ce que la personne veut juste parler? Est-ce qu'elle veut du réconfort? Est-ce qu'elle veut de l'empathie? Est-ce qu'elle veut que tu lui donnes peut-être une solution? Avant, disons, de partager ta vision d'une certaine situation, peut-être que la personne n'a pas envie d'entendre en ce moment qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que d'autres personnes ont réglé ça. Donc, juste demander à l'autre personne, est-ce que je peux te partager ce que j'ai vu d'autres personnes faire dans cette situation-là? Ou est-ce que je peux te dire qu'est-ce que j'en pense de ta situation? Puis ça permet à l'autre aussi de te dire exactement ce dont elle a besoin. Et c'est super efficace dans une conversation de juste demander. C'est fou tout ce que ça peut libérer aussi, juste par une petite question. Puis, offrir quelque chose en retour, en fait, c'est justement cette réciprocité émotionnelle. Donc, disons, ça me fait de la peine de savoir que tu te sens de telle manière. Je peux pas imaginer la douleur que tu ressens en ce moment, mais sache que je suis là pour toi. Et tous ces éléments-là font en sorte que lorsque tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, la conversation va être beaucoup, beaucoup plus riche et les deux, vous allez vous sentir mieux par rapport à ça. Puis là, on a parlé des conversations qui sont souvent faciles, triviales, qu'on a avec nos amis dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce qui arrive en fait lorsqu'on a un conflit? Les émotions sont extrêmement élevées et plus les émotions sont élevées, souvent plus ton intelligence diminue, ce qui fait en sorte qu'on est la pire version de nous-mêmes lorsqu'on a des conflits. Puis la première chose à faire en fait, c'est de reconnaître ce que l'autre personne ressent. Disons, tu peux commencer par dire que j'ai l'impression que tu te sens X, Y, Z. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que tu peux expliquer plus par rapport à comment est-ce que tu te sens en ce moment? Quel est ton point de vue par rapport à la situation? Donc, juste vraiment laisser la personne s'exprimer sans vouloir s'imposer, sans vouloir lui mettre des mots dans la bouche. C'est vraiment, vraiment la chose numéro 1 lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un. La deuxième chose qui peut aider, c'est de trouver des points d'accord spécifiques. Souvent, un conflit va débuter parce que deux personnes sont justement en désaccord sur beaucoup de choses, mais juste se concentrer sur les aspects positifs peut aider aussi à désescalader le concept d'être toi et l'autre personne contre le problème, et c'est pas une conversation qui est toi versus l'autre personne. Et ça prouve aussi que malgré les différences, tu souhaites être aligné à l'autre personne et comprendre et régler ce problème. Puis aussi, la troisième chose, c'est de modérer tes affirmations, parce qu'en fait, c'est vraiment facile de tout le temps faire des généralisations comme « Ah, tout le monde dit tout le temps que X, Y, Z. Ah, tu fais jamais ce que je te demande de faire. C'est toujours moi qui est cop. » Tout ça, en fait, ça fait en sorte que l'autre personne se sent vraiment attaquée et ça va absolument nulle part dans un conflit. Donc, dire littéralement, rester sur les faits. Donc, voici ce qui s'est passé, voici ce qui m'a dérangé de cette situation-là.
c'est ultra important et de parler au je et pas au-tu. Lorsqu'on parle au-tu, en fait, ça fait en sorte qu'on va venir mettre les mots dans la bouche de l'autre personne et ça, c'est l'une des pires choses en tant que telle à faire. Et parler au je, ça fait en sorte que tu vraiment gardes ton point de vue et la personne, se sent pas attaquée et va être beaucoup moins prône à prendre tes propos et les attaquer. L'important au final, c'est vraiment de démontrer que cette conversation-là n'est pas dans le but de gagner quelque chose, mais bien de comprendre et de surmonter le problème ensemble. C'est impossible dans la vie d'être tout le temps d'accord avec les gens, mais l'important, c'est de vraiment démontrer que tu veux comprendre l'autre personne, tu es capable de te mettre à sa place et que c'est important pour elle d'être comprise. Donc, le troisième type de conversation, c'est le type de conversation de style « Qui sommes-nous ». Les conversations difficiles sont vraiment là à chaque jour, en fait. Donc, que ce soit lorsque tu dois parler à ton partenaire du fait qu'il doit potentiellement changer un comportement pour que la relation fonctionne, si jamais tu as envie d'avoir une plus grosse paye, que tu as l'impression que tu es sous-payé, que tu dois donner une rétroaction qui est quelque peu négative, puis la raison pour laquelle ces conversations-là sont difficiles sont parce qu'elles viennent remettre en question le sentiment d'identité de quelqu'un. C'est facile de dire que, admettons, tu veux donner une rétroaction à quelqu'un, tu veux pas que la personne sente que ses compétences sont remises en question par rapport à la rétroaction que tu vas lui donner. Ça t'aide à réfléchir en fait entre 3 périodes distinctes, donc avant, pendant et après la discussion. Avant d'avoir une conversation de type « Qui sommes-nous ?», il y a 4 questions super claires qu'on doit se poser avant d'avoir ce genre de discussion. La première, c'est qu'est-ce que tu espères accomplir lors de cette discussion? Si tu clarifies tes objectifs avant la discussion, c'est beaucoup plus facile par la suite de rester sur le sujet et de s'assurer que ça sera répondu. La deuxième, c'est comment est-ce que cette conversation va commencer? Donc, quels sont les premiers mots par lesquels tu vas aborder le sujet? Comment est-ce que tu vas l'amener aussi? Comment tu vas faire en sorte que la personne ne se sente pas nécessairement attaquée dans cette discussion? Parce que c'est souvent ça, lorsqu'on a une discussion par rapport à l'identité, c'est qu'on va aller remettre en question le sens de soi des autres et c'est ça qui blesse au final. Comment aussi est-ce que tu vas faire en sorte que chaque personne se sente écoutée et qu'elle ait l'espace de partager ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle veut communiquer? Ensuite, c'est quels obstacles pourraient apparaître pendant la conversation? Donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que certaines personnes vont se fâcher? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elles peuvent se sentir tristes? Tous ces aspects-là, c'est important d'y penser et d'essayer en fait de les identifier pour que lorsque la discussion survienne, tu sais déjà que c'est une possibilité et par la suite, en fait, quel est le plan si jamais les obstacles se présentent et comment est-ce que tu peux les désescalader? Donc, juste avoir ce point de vue-là et d'avoir un plan dans ta tête de comment est-ce que tu vas venir gérer ça, ça peut vraiment aider à te calmer et que lorsque la discussion a lieu, ça te permet aussi de rester beaucoup plus calme dans tes émotions. Puis souvent, lorsqu'on a une discussion qui est difficile, on est souvent ultra stressé, ça nous fait faire de l'anxiété, on a les mains moites, on a l'envie de bégayer, on a envie de courir et de faire n'importe quoi d'autre que d'avoir cette conversation difficile. Faut se rappeler en fait c'est quoi les avantages d'avoir cette discussion-là versus ne pas l'avoir. Souvent, rationnellement, on sait que cette discussion-là est vraiment mieux une fois qu'elle va être faite, mais c'est toute la partie stress, préparation, tout ce qui vient avant la conversation est tellement inconfortable que souvent on a envie de pas le faire, mais faut s'habituer à sortir de notre zone de confort. Puis une fois que c'est fait, le manque de confort que tu as eu auparavant ne va pas être comparable à la satisfaction que tu vas avoir après avoir eu cette discussion qui est difficile. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe au début de la discussion? Donc souvent, notre plus grand stress, ça va être le fait que, on sait pas comment les gens vont réagir. Et 2, est-ce qu'on pourrait entendre quelque chose qui va venir mettre aussi notre sens de soi en danger et faire en sorte qu'on se sent mal ensuite dans cette conversation-là? Donc, comment est-ce que tu peux calmer ces angoisses-là? En fait, la première chose, c'est d'établir des règles et que tu as envie que cette discussion-là soit donnant-donnant. Donc, oui, tu vas partager tes émotions, mais c'est aussi important pour toi de savoir que l'autre personne est aussi à l'aise de partager ses émotions et que vous êtes là pour vraiment regarder une situation ensemble et pas l'un contre l'autre. Et tout ce dont on a parlé avant, donc ne pas généraliser, parler au jet, poser des questions à l'autre personne, s'assurer qu'on a bien compris, c'est là que ça va vraiment venir aider la discussion. La deuxième chose, ça va être de faire ressortir les objectifs de chacun. Toi, tu veux gagner quelque chose de cette discussion, mais qu'est-ce que l'autre personne espère en retenir aussi? Et c'est là, en fait, que vous allez trouver le commun accord de comment est-ce que cette conversation va avoir lieu, quelles sont les règles. Puis, tu peux aussi identifier des objectifs émotionnels comme « j'aimerais qu'on reste amis », des objectifs pragmatiques comme « j'aimerais qu'on établisse un plan », ou encore des objectifs de groupe comme « c'est important pour moi qu'on fasse preuve de compassion les uns avec les autres ». Puis la troisième chose, c'est de reconnaître que l'inconfort, c'est naturel et c'est sûr que dans une conversation, ça va jamais être parfait. Donc, tu vas dire des choses qui vont blesser l'autre, tu vas dire des choses que tu vas regretter, des fois, tu vas être « oh mon Dieu, je sais même pas comment est-ce que j'ai pu dire ça à l'autre personne ». Mais l'important overall, c'est de pas chercher à avoir une conversation qui est nécessairement parfaite parce que ça n'existera jamais, mais vraiment reconnaître ses erreurs, savoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, puis ensuite se baser sur ces erreurs-là pour apprendre et être meilleur dans le futur. C'est important de faire ressortir les identités multiples.
Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es unique et qu'est-ce qui rend l'autre personne unique? Qu'est-ce qui est venu jouer dans son parcours, comment elle prend ses décisions, comment est-ce qu'elle pense et qui elle est en tant que personne, qui fait en sorte qu'elle est où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, c'est garantir une égalité d'expression. Donc, oui, c'est important pour toi de t'exprimer, mais pour l'autre personne aussi. Et c'est important que tout le monde, en fait, soit sur ce même pied d'égalité. Donc, c'est pas parce que tu es plus élevé nécessairement en statut, disons, professionnel que ta voix va valoir plus que celle de ton employé, mais vraiment faire en sorte que vous êtes deux personnes égales à part entière et que cette discussion est faite pour venir vous bénéficier tous les deux. Ensuite, c'est de reconnaître les expériences et de bâtir sur des similitudes qui sont sincères. Donc, demande aux autres de partager leurs histoires, puis par la suite, trouve les similitudes entre leurs histoires et les tiennes pour venir créer justement ce sentiment de connexion, de réciprocité et vraiment qui va faire en sorte que oui, vous avez cette discussion qui est difficile, mais au moins vous êtes capable de trouver des points communs et vous voulez que la discussion se termine sur une bonne base. Donc, la dernière étape, en fait, c'est de gérer son environnement. Donc, par rapport au type de conversation que tu vas avoir, souvent, si une conversation qui est par rapport à l'identité, c'est toujours mieux d'avoir une conversation qui est one-on-one avec la personne avec qui tu veux parler pour éviter toute le noise, en fait, qui pourrait venir interrompre la conversation et faire en sorte que vous vous comprenez pas. Un simple changement, admettons, de passer d'une conversation de groupe à une conversation one-on-one peut créer un espace plus sécuritaire pour tout le monde et faire en sorte que cette discussion se passe beaucoup mieux. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui qui avait pour thème la communication. La chose à se rappeler, c'est qu'il y a 3 types de conversations qui existent. Donc, c'est de quoi s'agit-il vraiment, comment on se sent et qui on est. Puis, souvent, en général, lorsqu'on va avoir une conversation, qu'on le veuille ou non, ça va tout le temps osciller entre ces 3 types et ils vont souvent interagir ensemble. Mais le plus important, c'est de se rappeler qu'en tant qu'humain, on est émotionnel et tout ce qu'on veut, en fait, lors d'une conversation, c'est de se sentir écouté, compris et trouver des similarités entre nous. Donc, juste ne pas avoir peur d'être vulnérable, s'exprimer, raconter ses histoires, partager ses sentiments, c'est vraiment ça qui est à la base d'une bonne conversation. Et c'est vraiment un art être capable de faire la conversation parce que toutes les subtilités du ton de voix, du body language, des mots qu'on choisit vont tous avoir une incidence sur la manière dont on va parler avec quelqu'un et comment cette personne-là va venir interagir et analyser ça. Donc, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Puis sinon, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.